Dans notre séquence grand angle de ce 64 minutes, la Palestine, un an jour pour jour après la reconnaissance de la Palestine comme État observateur non membre de l'ONU. Alors l'actualité de ces derniers mois au Moyen-Orient a été dominée, vous le savez, par la guerre en Syrie et puis la question du nucléaire iranien. Le conflit israélo-palestinien, plus personne ou presque n'en parle encore. Pourtant, il y a un an, le 29 novembre 2012, la Palestine était admise à l'ONU comme État non membre mais observateur. Et depuis lors, malgré l'appui du secrétaire d'État américain John Kerry, les Israéliens et les Palestiniens ne parviennent pas à relancer ce que l'on n'ose plus appeler le processus de paix. Le point avec David Gilbert. Un an après, la victoire diplomatique s'apparente à un bid politique. Les sourires de la délégation palestinienne après l'obtention du statut d'État observateur à l'Assemblée générale de l'ONU se sont vite effacés. Si l'ambassadeur palestinien a exercé son droit de vote pour la première fois le 18 novembre dernier, des pays comme la France qui avaient voté en faveur du statut n'ont pas formellement reconnu l'État palestinien dans un cadre bilatéral. Sur le terrain, le processus de paix avec Israël est toujours au point mort. Et chaque lueur d'espoir, comme celle provoquée par la libération de prisonniers palestiniens, est systématiquement annulée par l'annonce de nouvelles constructions dans les colonies. Ce lundi, le gouvernement israélien a autorisé 800 nouveaux logements en Cisjordanie. Cela arrive dans le contexte des pourparlers sur le nucléaire entre Américains et Iraniens, ce qui amène Israël à en faire payer le prix, en répondant aux États-Unis par des violations des droits des Palestiniens pour faire échouer les tentatives de paix dans la région. L'accord scellé la semaine dernière à Genève entre les grandes puissances et Téhéran a en effet encore un peu plus marginalisé la question palestinienne. Le nucléaire iranien est désormais la question centrale au Moyen-Orient, réduisant le processus de paix et la colonisation à de simples monnaies d'échange entre les mains de Benyamin Netanyahou. Certes, le secrétaire d'État américain John Kerry a relancé cet été les discussions entre les deux parties et revenait au début du mois injecter une dose d'optimisme. Il reste 6 mois devant nous, selon le calendrier que nous nous sommes fixés, et je suis confiant sur notre capacité à faire des progrès. Mais l'expérience montre que les délais impartis sont bien trop courts pour concrétiser les espoirs américains, d'autant que l'autorité palestinienne semble à bout de souffle et que le rapprochement avec le Hamas au pouvoir à Gaza n'en finit pas d'être reporté. 20 ans après les accords d'Oslo, Mahmoud Abbas est plus que jamais confronté à un statu quo qui semble arranger toutes les autres parties en présence. Avant d'en parler avec nos deux invités, Slimane Zeguidour, l'éditorialiste de TV5, nous a rejoint sur ce plateau. Alors Slimane, d'abord, un mot sur cet État palestinien. On peut dire qu'aujourd'hui, en 2013, l'État palestinien, c'est vraiment un pseudo-État avec un territoire morcelé, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas un État comme les autres. C'est au mieux une esquisse d'État et on va le voir sur une carte. Ouais. Regardez, l'État est en deux morceaux. Il y a la Cisjordanie, 5800 km², 2 200 000 habitants à peu près, plus 550 000 colons. Ce qui veut dire qu'un habitant sur 4 de la Cisjordanie est un colon. Ensuite, il y a la bande de Gaza séparée de la Cisjordanie par 55 km de territoire israélien. La bande de Gaza, 1,5 million d'habitants sur 360 km², la plus grande densité du monde. Rapporté à la France, ça donnerait 1,5 milliard d'habitants dans l'Hexagone. Alors, Slimane, parlez-nous un peu de deux symboles importants pour un État normal, c'est le passeport et les timbres-poste. Alors, regardons le passeport palestinien. Il est reconnu par la plupart des pays du monde. On peut même y entrer dans 36 pays sans visa. Il y a des pays qui le refusent, comme le Liban, par exemple. Mais c'est un passeport que l'autorité palestinienne ne peut délivrer qu'aux Palestiniens qui ont vécu sous l'occupation, c'est-à-dire de Cisjordanie et de Gaza. Ceux de la diaspora n'ont pas le droit de l'avoir. Et les timbres ? Alors le timbre palestinien, on le voit, la Palestine a été admise à l'Union postale universelle, mais ils ne peuvent pas marquer État de Palestine, sauf peut-être depuis l'année dernière, ils doivent inscrire autorité palestinienne. D'accord. Et dernière chose, le président palestinien Mahmoud Abbas, il est soumis à des autorisations de circuler, il ne peut pas circuler librement. Et oui, cet homme qui est reçu à la Maison-Blanche, au Vatican, à l'Élysée, eh bien, a besoin d'un permis de circuler pour entrer et sortir. Un journal arabe israélien a reproduit le permis de séjour de janvier à mars 2012. Et donc, il est un résident presque étranger chez lui. Merci Slimane. On va continuer à parler de la Palestine avec nos deux invités. D'abord Leila Chaïd. Bonsoir Leila Chaïd. Bonsoir. Vous êtes ambassadrice ou ambassadeur de Palestine. Depuis quelques semaines seulement, oui. Oui. Avant on disait délégué général. Aujourd'hui ambassadeur donc à Bruxelles, en Belgique, au Luxembourg et à l'Union européenne. Et puis en face de vous, Ofer Bronstein. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes un ancien collaborateur d'Yitzhak Rabin et vous avez fondé le Forum international pour la paix. Vous êtes franco-israélien. On va en parler. J'ai un passeport palestinien. Et vous avez un passeport palestinien en plus. Alors première question pour Leila Chaïd. Leila Chaïd, cette reconnaissance de l'État palestinien comme État observateur non membre de l'ONU, qu'est-ce que ça a changé
pour la Palestine? Dans la réalité de l'occupation militaire qui dure depuis 46 ans, absolument rien. Ouais. Mais elle est une arme qui peut être utilisée par les États du monde s'ils veulent être sérieux pour mettre fin à l'occupation. Parce que ce statut d'État membre observateur, reconnu par 138 États dans le monde, de l'ONU, oui. c'est une arme très importante pour défendre l'application du droit. Et le premier droit, c'est qu'il faut mettre fin à l'occupation. Donc, je pense que pour les Palestiniens, sur le plan de la reconnaissance diplomatique, c'est important, mais surtout, si la communauté internationale veut garder une crédibilité du droit international, il faut que cette arme, cette reconnaissance, soit suivie de mesures concrètes pour obliger l'armée israélienne, le gouvernement israélien, à retirer ses soldats pour qu'on puisse réellement commencer à parler sérieusement de négociations. Enfin, Bronstein, on ne peut pas parler pour l'instant d'un État palestinien tant, comme le dit Léla Chaïd, que l'occupation de certains territoires palestiniens continue. Écoutez, je ne veux pas être trouble-fête. Tout d'abord, je félicite la communauté internationale, je félicite l'UNESCO d'avoir reconnu l'État palestinien non membre à l'ONU, membre à part entière à l'UNESCO. Je vais être celui qui va parler de la moitié du verre qui est pleine. Je ne vois pas cette création, cette reconnaissance d'un État palestinien comme étant une arme, mais je la vois comme étant un espoir. On ne va pas parler dans un processus de paix, de réconciliation qui existe entre Israéliens et Palestiniens d'armes, mais d'espoir. Oui, c'est une arme diplomatique, parce que aller à un processus de négociation sans moyens... Je pense que les diplomates palestiniens ont des arguments plus constructifs que parler d'armes. Écoutez, il ne faut pas avoir peur des mots. Hein. Oui, non, mais moi, je n'ai pas peur des mots. Moi, j'assume le fait... Madame Chaïd, laissez-moi terminer. Et j'étais la semaine dernière avec le président Hollande en Palestine et en Israël. On a visité la merveilleuse ville de Rawabé et l'État palestinien est en train de se construire. Il y a des institutions palestiniennes, il y a des ambassadeurs palestiniens. Ce n'est pas encore l'État qu'on voudrait voir, mais on est dans la bonne route. Donc il faut voir les choses à moitié positivement. Le processus est encore long, l'occupation doit se terminer, mais il y a un État palestinien avec des institutions palestiniennes qui est en train de se créer. Il faut l'encourager. C'est une vision très optimiste. Vous voyez plutôt le verre à moitié vide, j'imagine. Non, ce n'est pas une question, on ne joue pas autour du mot. Ce qui se passe est beaucoup trop grave pour qu'on joue avec les mots. C'est vous qui jouez avec les mots. Nous sommes en la création d'un État palestinien, ce n'est pas une arme, c'est un espoir. Mais écoutez, j'assume mes termes, alors assumez les vôtres. Alors, depuis 20 ans, nous négocions avec les autorités israéliennes, différents gouvernements. Depuis 1993, nous sommes en 2013. Nous avons accepté de recommencer des négociations à l'insistance de la communauté internationale et en particulier de M. Obama et de son ministre M. Kerry et de l'Union européenne. Mais qu'est-ce qui se passe entre-temps? Les négociations qui ont repris en juillet. Elles ont repris en juillet, elles vont durer 9 mois. Nous allons continuer à nous asseoir à table. Mais qu'est-ce qui se passe sur le plan de la réalité? Tous les jours, M. Netanyahou construit de nouvelles colonies. Pas par 1 et 2 et 3, par milliers d'unités de logement. C'est une réalité, donc, ça, Ofer Bronstein. De quel État parlons-nous lorsque, au moment où on est assis à table pour qu'on arrive à un État palestinien, lequel État, comme vous dites, a été reconnu il y a 66 ans aux Nations Unies dans le plan de partage. En 47, mais de quel État parlons-nous, puisque les colonies, les routes qui mènent aux colons, le mur qu'on construit qui doit protéger les colonies, est en train de bouffer le 3/4 du territoire où on va faire l'État. Et donc, c'est pour ça que être optimiste, c'est un peu difficile. Les obstacles existent, mais les obstacles... Qui crée le plus d'obstacles aujourd'hui à ce processus de paix? Israélienne est le principal obstacle. Il est évident que continuer la colonisation est un obstacle à la paix. Mais ce sont des obstacles que les Israéliens, les Palestiniens, avec le soutien de la communauté internationale, avec le monde arabe, doivent surmonter. C'est la seule solution possible. Je vais vous dire comment les surmonter. Tout d'abord, donnons une chance à ce processus de paix. J'ai rencontré M. Abbas, le président Abbas, la semaine dernière. Il est déterminé à donner une chance aux négociateurs israéliens. Donner une chance aux négociateurs. Attendez, tout le monde parle du processus de paix. C'est quoi l'objectif du processus de paix d'ici le mois d'avril? Je vais vous dire l'objectif. Vous, quel est votre principal objectif? C'est pas seulement d'arriver à un accord de paix permanent. Les paramètres sont connus. C'est les paramètres de Clinton, c'est les paramètres de Tabat, c'est les paramètres de Genève, c'est les paramètres de M. Abbas et de M. Oulmert il y a 4 ans. C'est-à-dire, vous croyez encore à la création d'un État palestinien qui serait vivable, à la création d'un État palestinien vivable. Ouais. Je crois à la réconciliation entre Israéliens et Palestiniens. Je crois à la reconnaissance internationale d'un État palestinien, y compris par Israël, y compris par les États-Unis, et j'espère l'année prochaine à l'ONU,
reconnu, et je crois à la reconnaissance d'Israël par tout le monde arabe. Léla Chaïd, quels sont vos objectifs dans cette négociation qui va continuer jusqu'au mois d'avril, que continuera sans doute encore? Nos objectifs sont les mêmes depuis le jour où on a commencé, il y a 20 ans. Oui. Seulement, je vais vous lire exactement le chiffre du sondage qu'a fait le Jerusalem Media and Communication Center. Un sondage sur la population palestinienne. 68,7% des Palestiniens ne croient pas que ces négociations vont aboutir. Parce qu'ils ne veulent pas la paix, parce qu'ils ne veulent pas un État, parce qu'ils sont radicaux. Non, parce qu'ils voient qu'au moment où M. Netanyahou et Mme Livni et M. Molcho discutent à table avec Saab Erekat et Mohamed Shtayyeh, qui a d'ailleurs démissionné parce qu'il n'y croit plus, ils sont en train de faire en sorte qu'il n'y a plus de territoire sur lequel on peut faire l'État. Il y a un problème de volonté politique dans ce gouvernement israélien. Nous avons eu un magnifique Premier ministre qui a cru. C'est pour ça qu'ils l'ont assassiné, il s'appelait Rabin. Mais on a l'impression aujourd'hui que M. Netanyahou vend un discours de négociation et de bonne image pour en réalité profiter de ce parapluie pour créer des réalités irréversibles. Vous avez l'impression, Léla Chaïd, vous avez l'impression, Léla Chaïd, que pour le gouvernement israélien d'aujourd'hui, la priorité, c'est l'Iran et c'est pas la Palestine? Je ne crois pas. Vous avez entendu les discours de M. Netanyahou. Il ne parle plus de Palestine. Ce n'est pas le monde qui ne parle pas de Palestine. C'est le gouvernement israélien qui ne parle plus de Palestine. Il ne parle que de la menace iranienne. Il est très déçu qu'on a trouvé une solution non militaire. Il menace même que lui, en tant que Premier ministre de l'État d'Israël, pourra avoir ses propres chances parce que c'est un monsieur qui ne croit qu'à la force militaire. Il a l'impression que dans le rapport de force où il nous écrase et qu'on n'a aucun moyen. C'est pour ça que je dis que la solution est que la communauté internationale représentée par les membres permanents du Conseil de sécurité, par le Quartet, par l'Union européenne, par les gouvernements arabes, assument leurs responsabilités face aux Palestiniens. Les choses empirent et c'est une course contre le temps. Regardez ce qui se passe à Jérusalem aujourd'hui. Aujourd'hui, il joue un jeu très dangereux parce qu'il est en train d'envoyer l'armée dans un lieu saint qui est le Haram al-Sharif. Il risque de déclencher une guerre religieuse. Mais tout est bon pour ne pas continuer vraiment à négocier. Pour Israël, la priorité, c'est l'Iran, c'est pas la Palestine? Non. Tout d'abord, j'espère que le dossier iranien va se calmer pendant quelques mois. Je donne une chance. Je suis de ceux qui saluent l'accord qui a été signé avec Téhéran à Genève la semaine dernière. Mais la Palestine, ça peut attendre? Je pense que la Palestine ne peut pas attendre. La paix entre Israéliens et les Palestiniens ne peuvent pas attendre. On a perdu depuis l'assassinat de Rabin une génération d'Israéliens, une génération d'Israéliens et une génération de Palestiniens qui ne se rencontrent plus. Il faut encourager la rencontre entre les deux. Je ne crois pas à la stratégie qui dit que cette paix va être imposée par la communauté internationale. Elle ne peut pas être imposée par la communauté internationale. Cette paix doit se faire entre Israéliens et Palestiniens. Et je vais vous dire autre chose. Vous savez, les pressions sur Israël, de par la communauté internationale, ça ne marche pas. La seule pression que le gouvernement israélien connaît, c'est l'opinion publique israélienne. Il faut encourager les Israéliens, les Palestiniens à se rencontrer et à construire la paix ensemble. C'est la seule solution. Mais mettre dos à dos la puissance occupante, qui est une puissance nucléaire, je rappelle, avec 200 têtes nucléaires. Je ne mets pas dos à dos, je mets main dans la main. Et la victime de l'occupation depuis 46 ans palestinienne. Et dire qu'ils vont continuer encore 40 ans à négocier n'aboutira pas à la paix. C'est pour ça qu'il faut une position. Il y a une obligation de la communauté internationale. C'est comme c'est une obligation de mettre en œuvre le droit international. Il faut construire la paix, il ne faut pas pleurnicher. Merci beaucoup.